Si j'ai décidé de me confier aujourd'hui, c'est parce que j'avais un sentiment de honte. C'est très honteux pour notre société de voir un homme qui se fait battre par sa femme. Le jour où tout a basculé, c'était... on était à table, on mangeait. Et sur le coup de colère, elle commençait à m'injurier, à m'insulter. J'ai essayé de savoir ce qui se passe. À peine placé un mot, qu'elle me donne une baffe au visage. J'ai essayé autant de fois que possible de l'arrêter, mais sous le coup de la colère, elle a pris la fourchette qui était sur la table et elle a commencé à me poignarder avec. J'ai essayé de comprendre ce qui se passe, mais cela n'a pas été le cas. Et je me dis que c'est pas possible de vivre avec une femme qui ne pouvait pas contrôler ses tensions. Alors je demandais le divorce afin de pouvoir vivre en paix. C'est pas facile, après avoir vécu de tels événements, de faire confiance à une femme. Parce que dans ma tête, je me dis que toutes les femmes sont pareilles, violentes. La violence a toujours existé, hein. Ça a toujours existé dans les familles. Peut-être que ce n'était pas aussi grave que ça, ce n'était pas publié. Les causes des violences conjugales, moi je pense que je lis tout ça à des mutations sociales. On nous a souvent dit que une famille dans laquelle la femme est soumise, c'est une famille prospère ou bien qui sera une famille prospère. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la violence. La violence a toujours existé depuis dans les temps. Mais en islam, la violence n'est pas permise dans la famille, dans les couples, entre les frères, entre époux et épouses. C'est des deux côtés, mais nous voyons que très généralement, ces violences-là, les femmes sont battues par les hommes, souvent même avec des armes à feu, souvent avec des armes blanches. Mais à côté de ça aussi, n'oublions pas que aussi, vraiment, les hommes aussi subissent beaucoup de violences. La violence doit être dénoncée à tous les niveaux. Le premier cas, c'est-à-dire, il avait été victime de coups. Il avait été victime de coups de la part de sa femme, pour vous dire que nous n'avons pas seulement des femmes battues, mais aussi il y a des hommes battus. Le deuxième cas, c'est que c'était quelqu'un qui avait vraiment, dont on lui avait retiré les documents officiels. Donc, il voulait récupérer ces documents. Sa femme avait opposé une résistance farouche parce qu'il ne subvenait pas à ses obligations familiales. Disons que ce qui est fréquent, c'est l'époux qui tue d'abord sa femme, son épouse. Bon, ces derniers temps, on a commencé à voir des épouses qui ont tué leur mari. Et ça veut dire que le phénomène va en s'aggravant parce qu'une femme qui tue son époux, on ne savait pas trop ça. On avait vu le contraire.
Donc ça veut dire qu'il est temps vraiment d'embrasser le problème à bras le corps. Nous recevons des cas, mais ces cas viennent au compte-gouttes. C'est-à-dire, ce n'est pas des cas très courants qui viennent chez nous fréquemment. Donc, mais quand même, il y a certains qui viennent et qui se sentent vraiment être des victimes. Donc, nous avons enregistré au moins quelques cas, je peux dire. Très généralement, souvent, quand je regarde les médias, nous voyons qu'on crie beaucoup, on dit les femmes sont violentées, il y a beaucoup d'ONG qui protègent les femmes. Mais en réalité, quand vous voyez aussi, les hommes subissent beaucoup. Moi, je dirais les hommes subissent dans le silence. Parce que quand tu tapes une femme, bon, on ne doit pas taper une femme, mais quand tu gifles une femme, en tout cas, c'est le bruit, c'est partout. La femme parle. Mais en réalité, la femme aussi fait certaines pressions sur l'homme, souvent pire que vraiment ce que tu fais à la femme. Je pense aussi qu'il y a quelque chose que les gens occultent et j'aimerais attirer l'attention sur ça. C'est une analyse qu'il faut vraiment pousser aujourd'hui et très loin. C'est que la plupart des violences faites aux hommes sont des conséquences des violences que subissent les femmes. Par exemple, la femme qui dernièrement a assassiné son mari. Est-ce que je suis en train de justifier la violence? Non, aucunement. Mais je suis en train de faire une analyse. Dans la presse, j'ai lu qu'on lui avait demandé si elle le regrettait. Elle a dit non, parce que j'ai trop subi. J'ai pris des coups, on m'a insulté. À chaque fois que je suis allée chez mes parents, on m'a renvoyé chez le mari. Il me disait tout le temps qu'il allait me tuer et moi, je l'ai fait avant lui. Ce n'est plus un problème des femmes, ce n'est plus un problème des hommes, c'est un problème de société parce qu'on a vu les conséquences. Les conséquences sont dramatiques dans une famille où l'un des époux est tué. Les conséquences sont dramatiques pour les membres de cette famille, pour les enfants notamment. On dira toujours d'un enfant que c'est l'enfant d'une tueuse, d'une femme qui a mis fin à la vie du père de ses enfants. On ne voit pas cette femme en tant que victime qui a eu à subir des coups avant d'en arriver là. Et justement, c'est pareil pour les hommes. Moi, j'ai vu, je ne vais pas citer de noms. Moi, quand je faisais mon mémoire, même j'ai fait mon mémoire sur un thème très sensible de ça. Mais en réalité, lors de mes recherches, j'ai vu qu'il y a des femmes qui ont commis des meurtres, qui ont tué leur mari. Au Mali, ici, qui ont tué leur mari. Des femmes qui font bouillir de l'eau et jettent ça sur leur mari. Hein? Des femmes qui ont eu à couper le sexe de leur mari ici. Au Mali, on en a vu. Ça fait des faits divers. Mais aujourd'hui, on pense que les gens oublient ça. Mais bon, voilà, comme il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de structures qui défendent les femmes. Sinon, en réalité, les hommes subissent aussi vraiment des violences. Si l'homme est violenté, l'étape que je viens de citer, commencer par prêcher, ensuite appeler les deux parents pour qu'ils puissent discuter, ensuite séparation, ensuite frapper, ça va se terminer avec le divorce. Donc l'homme doit parler parce que toute famille qui est assise ou bien qui est basée sur la violence, ça ne va pas faire un bon produit pour la société. Aujourd'hui, les violences basées sur le genre au Mali, ça brise combien de vies, ça brise combien de rêves, il y a combien de potentiels qui sont partis en fumée comme ça. On a eu combien de corps dernièrement issus de ces problèmes-là. Dans les temps, comme j'ai dit, il y avait la violence dans les familles, mais c'était enterré. Ça, c'était une forme encore de violence. Parce que la femme qui ne peut pas supporter ces violences-là n'est pas considérée dans notre société comme une brave femme. Certains pensent encore que ça fait partie de la vie et que notamment les femmes doivent supporter, c'est ce qu'on nous dit. Le jour où une femme se marie, on lui dit qu'il faut qu'elle soit brave et une femme brave, c'est une femme qui souffre en silence. Et aujourd'hui, il faut qu'on brise ce tabou. Il faut qu'on brise le tabou des faits traditionnels pour montrer à la face du monde que les violences basées sur le genre sont des faits qui sont répréhensibles et que nous devons tout faire
pour vraiment justement, en tout cas, si on ne peut pas y mettre fin, en tout cas réduire de manière drastique vraiment le taux des interventions. Et encore, disons-nous que ça peut toucher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes. C'est ce qui est courant dans notre milieu, ce qui fait que on dit que c'est les personnes vulnérables qui sont surtout touchées, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, parce qu'en Afrique aujourd'hui, la femme, avec notre contexte sociologique, la femme est un être faible face aux traditions, face aux us qui l'empêchent d'accéder à tous ses droits. Même en parlant, l'homme avait peur, bon, je dirais même l'homme ne pouvait même pas dire certaines choses parce qu'il pensait que cette femme vient de cette famille-là, ou par crainte de sa propre famille. Aussi, l'homme aussi ne pouvait pas battre sa femme jusqu'à 100 ou bien jusqu'à la mort. Parce que dans notre éducation, la violence, c'est comme quelque chose qui est utilisé pour corriger. Et la correction dans le foyer incombe à l'homme. C'est la société qui lui donne ce rôle. Et par exemple, quand un homme va frapper sa femme, tout le monde va dire « Hey, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ah oui, mais tu ne peux pas corriger ta femme. » Nous avons un discours comme ça. Par contre, un homme qui subit des coups par sa femme, là, c'est extraordinaire. On en parle dans tous les médias. On en parle comme fait divers, on l'utilise comme anecdote et toutes ces questions-là. Et donc, les femmes aussi, dans le foyer, là, ont commencé maintenant à réagir à la violence. Il y a quand même aussi un contexte qu'il faut reconnaître. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas victimes de violences, mais la plupart des violences qui sont perpétrées sont subies par les femmes. Et ça, c'est aussi dû à notre contexte social, culturel. Les hommes ne vont pas porter plainte, ils ne dénoncent pas beaucoup, mais il n'y a pas vraiment de comparaison à faire aujourd'hui entre ce que vivent les femmes et ce que vivent les hommes. Ils ne se sentent pas du tout prêts à venir exposer leur intimité, ça c'est d'un, mais aussi ils ont vraiment cet ego qui ne permet pas de dire ben, j'ai été victime, je suis victime de telle ou telle chose de la part de telle ou telle personne. Donc ce qui fait que nous avons rarement des cas. Mais qu'à cela ne tienne, c'est-à-dire dans les causeries entre collègues, dans des rencontres, souvent, il y a certains qui se confient, qui se disent « je suis victime de violence, de VVG, soit au travail, soit dans ma famille, etc., etc. » Le silence des hommes, ça se comprend. Parce que vous voyez, la façon dont le monde marche même, économiquement, géopolitique, tout ça. Bon, les hommes se taisent parce que très généralement, on dit à l'homme non, ne le fais pas, c'est une femme. Alors, ne te mets pas à la hauteur de la femme. Donc chaque fois, l'homme a tendance à se rabaisser devant la femme parce que c'est la société qui fait ça. Et puis, dans notre société aussi, c'est souvent mal vu. La femme peut t'insulter. On peut parler. Mais quand un homme insulte une femme, on dit non, il ne faut pas faire ça. Un homme ne doit pas dire ça. En tout cas, les femmes sont nos mamans, c'est nos sœurs, il ne faut pas dire ce genre de choses. Alors qu'on tolère ça chez les femmes. Donc les hommes se taisent. Moi, je pense que c'est un peu lié à l'influence de ces grandes ONG, à l'influence vraiment des médias et très généralement même à la structure de notre société. Les hommes ne peuvent pas dénoncer parce que tout simplement il y a l'orgueil masculin. Tu seras traité de lâche, tu seras traité de quelqu'un qui n'est pas de notre époque. Quand je vois une situation comme ça, eh bien, je ressens une profonde affliction et puis je suis tellement coutumière de ces actions, les enquêtes que je fais mener, les constats sur le terrain, les missions d'établissement de faits que nous menons ici au niveau de la CNDH, nous mettent mal à l'aise, mais nous nous rendons compte que nous n'avons pas toujours les moyens de mettre fin à la situation. Parce que pour rechercher les auteurs, pour les traduire devant les tribunaux et pour que la victime rentre dans ses droits, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus à suivre. S'il y a un problème entre époux et épouse, d'abord on commence à prêcher les bonnes valeurs. L'homme, il discute avec sa femme
ils échangent jusqu'à ce qu'ils se comprennent. Dans les cas contraires, deuxième étape, on peut appeler les parents des deux conjoints pour qu'ils puissent discuter entre eux et amener la paix dans la famille. Donc, troisième étape, on peut dire que, comme le Coran l'a demandé, l'homme peut menacer sa femme, sinon le frapper, mais pas une frappe qui peut la blesser. Certains éléments ont même dit que avec le cure-dent, tu ne dois pas frapper le visage, tu ne dois pas laisser de traces sur sa peau, elle ne doit pas être blessée. Si ça a pu résoudre le problème, tant mieux. Dans les cas contraires, la troisième étape vient, qui est de séparation des corps. Séparation des corps, ça veut dire que l'homme, il ne dort plus avec sa femme sur le lit. Il descend. Il s'éloigne un peu de sa femme. Tout ça, c'est pour corriger moralement la femme. Et généralement, on ne va pas arriver à ce niveau tant qu'on n'a pas trouvé de solutions dans les problèmes qui se trouvent dans les foyers. Donc, si après tout ça, le dernier recours, ça c'est le divorce. Donc, on fait le divorce comme la charia a demandé. Sans tam-tam ni tambour, on fait le divorce dans l'amiable, sans se casser les bras ou se blesser dans le visage. Bon, très généralement, les conflits, comme je vous avais dit au départ là, c'était pas deux personnes qui faisaient le mariage, c'est une famille. Même en cas de problème, les problèmes étaient discutés ailleurs. Et très généralement, un homme, il y avait toujours des gens dans la société, même si tu as raison, quand cette personne te parle, tu baisses la tête. Quand cette personne te dit que tu as tort, tu baisses la tête. C'était des garde-fous de nos sociétés et c'était très bien. Tu ne pouvais jamais outrepasser, en tout cas, les conseils de quelqu'un ou bien en tout cas les mises en garde de quelqu'un. Et c'était nos bases. Ben, ce qu'il faut faire pour que la chose puisse changer, le taux puisse baisser, moi je pense qu'il faut une prise de conscience. Parce que quand nous avons senti que ces violences ont fait leur apparition, notre sens du devoir, c'est-à-dire notre raison d'être, nous a amené à alerter d'abord, à alerter tout le monde, tous ceux qui peuvent être impliqués dans l'information, la sensibilisation, l'éducation, pour attirer leur attention sur l'instauration de la violence dans nos familles. Ça fait longtemps que nous travaillons sur la question, depuis 2010, avant même les événements qui sont arrivés en 2012. Et nous avons demandé à partir de 2012-2013 une loi pour réprimer les auteurs de violences basées sur le genre. Parce que les textes que nous avons en ce moment entre les mains ne permettent pas d'appréhender tous les contours de la situation et ne nous permettent pas de mettre la main sur tous les auteurs. Donc il y a une impunité. On peut dire que l'impunité est presque totale et que dans ces conditions, non seulement il faut travailler sur les textes, c'est-à-dire il nous faut un texte pour réprimer. Bon, ce texte, nous voulons qu'il soit tout d'abord un texte pour prévenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions que nous devons mener pour prévenir la violence basée sur le genre? Et ensuite, il nous faut rechercher les auteurs, les punir pour leurs actes. Et ensuite, il nous faut assurer la prise en charge justement des victimes. Le projet de loi n'a pas été encore adopté, mais ça a été bien élaboré et toutes les parties prenantes ont apporté leur contribution au projet de loi
Et aujourd'hui, ce projet de loi doit être acheminé devant l'Assemblée. Bon, je pense que, comme on le dit, la balle est dans le camp du gouvernement, parce que quand vous attendez projet de loi, c'est que c'est une proposition du gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement pour pouvoir porter ce projet de loi devant l'Assemblée et faire le plaidoyer pour son adoption. L'avant-projet de loi, je peux dire que si elle est votée, ce sera vraiment une loi complète qui va apporter une réponse holistique à des besoins qui ont été identifiés. Ce qui s'est passé aussi, c'est que lors de la rédaction de cet avant-projet de loi, le comité s'est inspiré des autres pays qui avaient déjà rédigé leur loi, qui avaient déjà voté leur loi, comme le Burkina, comme le Burundi, qui ont quand même des dispositions assez avancées, assez évoluées sur les questions de violence basée sur le genre. Ça fait mal, surtout quand nous avons aidé les autres à avoir leur loi. Nous avons aidé les autres à avoir leur loi. J'ai été consultante pour le Rwanda, pour que le Rwanda ait sa loi, pour le Burundi, pour que le Burundi ait sa loi, pour le Burkina, ainsi de suite. Et nous savons comment ça se passe au Sénégal. Quand nous voyons que les autres ont cette loi et que nous avons contribué à faciliter l'adoption de ces lois, eh bien, pour le Mali, on ne peut pas comprendre. Nous avons contribué à son élaboration. Nous pensons que vraiment c'est un document qui est au point, mais qui se trouve encore dans les mains du gouvernement et spécifiquement au niveau du ministère de la Justice. Je pense qu'actuellement, ces questions de violence sont une préoccupation nationale et je pense que le ministre de la Justice ne va pas tarder à pouvoir mettre ce projet de loi sur la table de l'Assemblée pour que cette loi puisse être adoptée. On a deux sortes de religieux ici. Il s'agit de quelle religion? Musulmans ou chrétiens? Musulmans. Ok. Bon, ça c'est pour gâter nos noms, hein. Les noms des leaders religieux musulmans. On a souvent entendu que les leaders religieux sont freins à la prise de loi. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être les autorités n'ont pas la compétence de prendre une loi, même s'ils prennent les lois, les mesures d'accompagnement, ils ne pourront pas appliquer ça. Ils ont pris combien de temps de lois? Ils ont pris tant de lois, ils n'ont pas consulté les religieux. Pourquoi ils viennent nous consulter pour ça? Moi, je pense que aller jusqu'à faire des lois pour ça, bon, ça peut être bien, ça peut être des garde-fous. Mais moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que moi, on le sait, hein, même si nous ne sommes pas dans ces secrets-là, il y a des pressions gouvernementales. Il y a des pressions qui sont là, on force souvent les mains de nos dirigeants pour adopter certaines choses en douce. Mais faisons très attention. Les lois, c'est bien, il faut protéger tout le monde. Tout le monde est au-dessus de la loi, mais en réalité, il faut faire attention à ne pas élaborer des lois dans la précipitation. Sinon, ça peut nous créer beaucoup de problèmes éventuellement. Oui. Le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir une loi. Le plus important, c'est de pouvoir apporter des réponses à des besoins spécifiques que les communautés ont. Parce que les violences basées sur le genre, au-delà d'être des questions sociales que les gens abordent et que nous voulons confondre avec nos croyances culturelles et religieuses, c'est aussi une question de droit, c'est une question de respect de la dignité humaine des personnes. Alors, quelle que soit la réponse que l'État peut apporter, l'État peut relire, donc réviser les instruments juridiques qui existent déjà au niveau national, comme le code pénal par rapport à la répression, mais aussi le code de la personne et de la famille par rapport à des dispositions qui restent discriminatoires et qui ne sont pas vraiment des dispositions qui doivent exister en 2020. Ça, c'est ce que je pense. Tant qu'ils continuent à nous consulter pour la prise de ces lois-là, nous, on va continuer de leur demander, continuons la sensibilisation. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce texte entre les mains, mais entre-temps, les textes que nous avons, même s'ils sont désuets, peuvent nous permettre d'appréhender certains auteurs. Mais encore faudrait-il que ces auteurs soient suivis et poursuivis devant les tribunaux, ce qui est très rarement le cas. C'est rare
qu'on voit des personnes poursuivies pour violences basées sur le genre, si ce n'est dans le cadre de procédures de divorce. Donc, les personnes s'en prévalent pour demander le divorce, mais pas pour punir les auteurs et rentrer dans leurs droits. Voilà.